pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Mme Biron, le mandat, c'est elle qui devient la première présidente de Santé Québec qui a décidé de se lancer dans ce grand défi avec la principale motivation d'améliorer l'accès aux services de santé. Qu'on se donne les moyens, dans le fond, de réussir puis rendre notre système de santé plus performant. Vous comprendrez qu'on est loin d'une entente négociée à la table. Pour moi, c'est un geste responsable. Hors de Montréal, c'est pour les activités économiques. Donc, c'est un soulagement que les activités reprennent. These are characters, are special guys, are super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. A star is born. Elon. Voici Patrick Lagacé. Mercredi le 13 novembre 2024. Merci d'être là. On commence avec la météo ensoleillée avec des vents de 15 km/h aujourd'hui. Maximum de 2, mais avec le refroidissement éolien, moins 8. La nuit prochaine, dégagé avec des vents de 20 km/h, minimum moins 5. Et encore là, facteur éolien va faire tomber tout ça à moins 12 jeudi. Alternance soleil et nuages, maximum de 3. Aperçu pour vendredi, soleil maximum de 7. Présentement, c'est moins 7 avec le réchauffement éolien. Je commence avec une histoire qui est un peu en marge de l'actualité. C'est un reportage qu'on peut lire sur le site de Radio-Canada de Stéphane Bordelot. Il raconte l'histoire d'un père et de son fils. Son fils est un jeune adulte là, qui attendent depuis le printemps 2022 que l'arrondissement du sud-ouest de Montréal leur délivre les permis nécessaires pour construire une maison unifamiliale. En gros, le jeune a acheté une shoebox. Ce sont ces petites maisons, un étage, pas de sous-sol, pas de deuxième étage. C'est classé patrimonial. Sauf que c'est vraiment la maison des fous. C'est Astérix qui essaie d'avoir le formulaire A38. On lit ça et vraiment, on commence à comprendre pourquoi il y a des entrepreneurs qui disent « je ne construis pas à Montréal ». Là, il y a ces particuliers. Donc, le fils, lui, il s'appelle Alex Campo Cournoyer, le père, Martin Cournoyer, le père est entrepreneur, veut donner un coup de main à son fils. Tout ça se passe dans Ville-et-Mort. Et là, ça commence au printemps 2022 et c'est la difficulté à avoir des permis de construction, des permis de démolition, se conformer aux règlements patrimoniaux parce que c'est une shoe house, c'est une shoebox. Et on a une photo de la maison, là, elle est inhabitable. Il va falloir la détruire. Mais pour la détruire, c'est complexe. Et tout au long du processus, le duo père-fils se fait demander des papiers, se fait demander des rapports qui coûtent de l'argent et qui auraient pu être demandés plus tôt. Évidemment, tout ça multiplie les délais. C'est hallucinant de lire ça. Écoutez, il y a un moment donné, le père dit... On leur demande, il y a une exigence là, pour une étude patrimoniale, mais ça arrive tard dans le processus. Puis là, il dit, pourquoi on ne me l'a pas demandé au début? Pourquoi tu ne fais pas ça au début? C'est un exemple de la difficulté à construire. Ils sont rendus à 15 000 de frais engagés juste pour se conformer à la réglementation, pour pouvoir commencer les travaux. Et les travaux, je vous l'ai dit, printemps 2022, c'est toujours pas commencé. Un cas, une maison, un gars qui veut rester à Montréal. Je l'ai souvent dit, habiter à Montréal, c'est un acte de foi. C'est plus facile d'aller habiter ailleurs. C'est plus facile d'aller vers les banlieues. Le 400 000 que vous mettez ici, le 500 000 que vous mettez sur de l'habitation à Montréal, vous allez avoir plus gros, plus neuf à l'extérieur de Montréal. Mais il y a des gens qui font le choix. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'arrondissement sud-ouest? Et c'est le cas aussi ailleurs. On les écœure. Allez lire ça, là. Si vous êtes sur le point, là, vous êtes une jeune famille et vous dites où on va habiter. Je vous le dis, venez pas habiter à Montréal. C'est à moins d'être riche, à moins d'être millionnaire, à moins d'avoir l'aide de vos parents et d'acheter du clé en main, c'est compliqué à Montréal. Ça fait 2 ans et quelques, c'est pas réglé. C'est pas réglé, cette affaire-là. Et là, il y a des commentaires de l'arrondissement.
On explique que, dans le fond, ils ont tort d'avoir raison ou ils ont raison d'avoir tort, là. Mais oui, le formulaire A38, c'est toujours important, toujours très, très important. Et là, ce qu'on dit, c'est, écoutez, normalement, pour des projets similaires, les permis de construction sont presque toujours délivrés par l'arrondissement en moins de 6 mois, soit 180 jours. C'est pas vrai. Radio-Canada a vérifié et c'est pas vrai. Le délai dans cet arrondissement-là, c'est 486 jours. Il a fallu aller en loi d'accès à l'information pour avoir la vraie information, pour aller au-delà du spin de relations publiques. C'est un cas, mais c'est un cas qui recoupe plein d'autres cas qui sont sortis. Et chaque fois la ville, chaque fois les arrondissements vont nous dire « Ouais, mais c'est une exception. Oui, mais le promoteur n'avait pas fait ci, avait pas fait ça. La personne qui demandait... » On s'en fout. La réalité, là, c'est qu'à Laval, ça prend combien de jours avoir un permis? À Laval, 120 jours. À Longueuil, 61 jours. À Québec, moins de 30 jours. Montréal, c'est toujours compliqué. Mais message aussi à l'administration municipale, tous ces fonctionnaires qui ont été embauchés depuis que Mme Plante est arrivée au pouvoir, ils font quoi? Puis je sais, la ville va nous dire « Ah, c'est dans les arrondissements, ça nous regarde pas. » Montréal, c'est Montréal. Puis quand les gens veulent se construire à Montréal, ils se disent pas « Je m'en vais dans Rosemont, je m'en vais dans Villeray, je m'en vais dans Pointe-aux-Trembles. » Ils veulent venir à Montréal. Allez lire ça. C'est ahurissant. Vous allez voir. Vous lisez ça, puis si vous avez déjà fait affaire avec des républiques de bananes, des administrations publiques de républiques de bananes, c'est exactement le même parcours du combattant. Le bon fonctionnaire, pas le bon fonctionnaire, t'as pas le papier. T'as pas le papier, t'as pas le formulaire. T'as pas le formulaire, t'as pas le permis. C'est du stuff de tiers-monde, ce qui se passe à Montréal pour la construction résidentielle. OK, politique maintenant. À la une du Journal de Montréal, il y a un nouveau sondage léger et on pourrait traduire, ce serait un titre alternatif pour ce sondage-là, Paul qui sourit, François qui pleure, parce que le Parti québécois est en hausse, 35 % des intentions de vote. C'est le meilleur score du Parti québécois depuis que Pauline Marois a été élue premier ministre en 2012. François Legault, lui, a ses pires chiffres comme chef de la CAQ depuis 2016, depuis avant son arrivée au pouvoir, à 21 %. Donc, et Québec solidaire qui recule d'1 point, là, on est dans la marge d'erreur. Québec solidaire, on le voit, là, on a probablement touché le plafond des intentions de vote depuis longtemps. Rouba Gazal, par ailleurs, je le dis, la nouvelle co-porte-parole, va être avec nous. Donc, des bonnes nouvelles pour le Parti québécois. Là où c'est moins bon, c'est que la souveraineté, la raison d'être du Parti québécois qui piétine à 37 % dans les intentions de vote. Et quand on décortique les chiffres, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais on le constate encore dans ce sondage léger dans le Journal de Montréal, le quart des électeurs potentiels du Parti québécois ne sont pas pour la souveraineté. Donc, il y a un peu un problème là pour M. Saint-Pierre Plamondon. Il veut être élu pour faire un référendum. Il y a peu de Québécois, il y a une minorité de Québécois qui est intéressée par l'aventure référendaire. Et chez les électeurs péquistes, il y a aussi une certaine frilosité. Sinon, dans ce sondage-là, d'autres faits qui sont intéressants. D'abord, Justin Trudeau et Pierre Poilievre qui sont au coude à coude au Québec. Le Bloc québécois, lui, qui trône toujours à 35 % des intentions de vote. Et les jeunes qui donnent vraiment beaucoup de vent dans les voiles du Parti conservateur. Et fait à noter, Denis Coderre, on a sondé à propos de Denis Coderre et il est très connu. Donc, pas de problème de notoriété du côté de M. Coderre, mais ce qu'on constate, c'est que 55 % des répondants disent avoir une mauvaise opinion de l'ancien maire de Montréal. Et même au sein des électeurs libéraux, on le connaît. Il y a 30 % des gens qui apprécient Denis Coderre, mais il y a 52 % des gens qui lui sont défavorables. Aussi, on a sondé du côté de Léger pour le Journal de Montréal là, sur la perception qu'ont les Québécois de Donald Trump et de sa victoire aux États-Unis. Donc, dans le sondage, là, 70 % des Québécois se disent insatisfaits du retour de M. Trump à la Maison-Blanche. Seulement 20 % des Québécois sont satisfaits.
Chez les électeurs conservateurs d'Éric Duhem, là, la tendance est complètement inversée. 70 des partisans du Parti conservateur de M. Éric Duhem sont contents de voir que M. Trump a gagné ces élections. On parlait de tout ça un peu plus tard à l'émission avec notre chroniqueur Jonathan Trudeau. Je reste dans le Journal de Montréal. Ça, je vous avoue que j'ai eu un gros sourire en lisant cette nouvelle-là. Un des influenceurs qui est au cœur du documentaire de Télé-Québec, Alpha, qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, il s'appelle Julien Bournival-Vaugeois. Il était à Tout le monde en parle. Et c'est ce discours masculiniste, très traditionnel. Le gars gagne de l'argent, le gars est le chef de la famille, madame reste à la maison, s'occupe des enfants. Bref, la famille québécoise, la famille nucléaire en 1950. C'est un mouvement qui est très populaire aux États-Unis. Quand on regarde ces masculinistes québécois, t'as un peu l'impression de revivre le phénomène des Classels. Vous vous souvenez, les Classels, qui jouaient des succès yéyés, ils les avaient pas inventés, ils imitaient le yéyé britannique, le yéyé américain. C'est un peu la même chose avec nos influenceurs masculinistes québécois. Ils n'ont pas inventé la recette, ils font juste imiter des Américains, des Britanniques qui ont inventé la formule de l'influence masculiniste. Mais là, au cœur du message, c'est il faut qu'un gars, ça gagne de l'argent, elle gagne beaucoup d'argent, puis que ça provide. Je m'excuse, j'utilise leur terme, là, ils parlent en franglais. Donc, ils soient les pourvoyeurs pour la famille. Donc, ça donne des leçons. Ça vend des tutoriels pour dire, je vais te montrer comment vivre comme un homme en 2024. Mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, c'est que M. Bournival-Vaugeois, il ne paye pas ses billes. Donc, 40 000 $ à American Express, 87 000 à Revenu Canada, 67 000 à Revenu Québec, 10 000 à Banque nationale, 20 000 à la Ville de Québec et 1,1 million à Desjardins parce qu'il y a des problèmes à payer sa maison à Québec. Fait que t'as beau te montrer sur un bateau, t'as beau te montrer sur un avion privé, on le sait tous que tu le possèdes pas, que tu l'as loué, probablement à l'heure. T'as peut-être même loué l'avion pour aller poser juste sur le tarmac. Si tu ne payes pas tes billes, tu ne payes pas ta carte de crédit, de la misère à comprendre comment tu peux te louer un avion privé. Bref, allez lire ça dans le journal, extrêmement ironique. Moi, je l'ai dit tantôt avec les camarades au début de l'émission, je peux comprendre que tout le monde peut avoir des problèmes d'argent. Tout le monde peut faire face à une bad luck, comme on dit. Un mauvais placement, la maison qui a besoin de rénovation urgente, tout ça peut causer un trou dans ton budget, je comprends ça. Mais quand tu donnes des leçons au monde sur ta façon de gérer tes finances personnelles, quand tu donnes des leçons au monde sur la façon de faire de l'argent, paye tes billes. Santé Québec maintenant. Santé Québec, vous le savez, c'est cette nouvelle patente qui a été créée pour gérer la santé par-dessus la tête du ministère de la Santé. Christian Dubé, le ministre, nous dit que ça va être plus efficace. Donc, je résume un peu. Les grandes orientations vont désormais être décidées par le ministère de la Santé. Les opérations vont être confiées à des Top Guns. Et la Top Gun en chef, elle s'appelle Geneviève Biron. L'existence, la mainmise, la prise en charge du réseau par Santé Québec, ça commence le 1er décembre. Donc, ça s'en vient. Et Mme Biron fait une tournée médiatique. Vous pouvez la lire dans les différents quotidiens aujourd'hui. Et je dois dire, là, ça commence un peu mal. Je ne veux pas être plate, là, mais voici une femme qui veut optimiser, qui va remettre les choses sur le sens du monde, supposément. Et elle dit déjà qu'il faut économiser 1 milliard. Il faut trouver 1 milliard dans le réseau parce que, justification, le gouvernement est en déficit de 11 milliards. Et là, je veux bien quand Mme Biron nous dit, écoutez, depuis 10 ans, le budget a augmenté de 50 % au Québec, mais la population de seulement 10 %, je comprends, mais la population vieillit aussi. Pas sûr qu'on peut avoir une règle de 3 comme ça. La population vieillit. Quand tu es vieux, tu demandes plus de soins, tu passes plus de temps à l'hôpital et ça coûte plus cher. Donc, y a-t-il des optimisations? Je comprends, mais quand ton premier message, c'est « il faut couper », je trouve que ça commence un peu mal. Après ça, je vois les entrevues. On va la recevoir tantôt, là. Je vois les entrevues dans les quotidiens. Il y a beaucoup de formules qui ont été préparées par des spécialistes en relations publiques. Je vais en parler avec elle, pas sûr de tout comprendre. Je comprends qu'elle vient d'arriver, mais ça fait 6 mois qu'elle a été nommée. Elle a fait le tour du réseau. J'espère qu'on va avoir des réponses claires. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un médecin plus rapidement?
quand on se pète le genou, quand on se pète la cheville, est-ce qu'on va se faire opérer plus rapidement? On va juger au résultat. J'ai hâte de voir quels sont, pour Mme Biron, là, les paramètres pour elle du succès. Et je vous dis ça, puis on revient dans la réalité. On reste en santé. Dans le journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières, on fait état d'un cas d'une dame qui s'appelle Micheline Bouchard. Elle est décédée à l'hôpital de Trois-Rivières. C'était au mois d'août 2023. Il y a eu enquête du coroner dans cette affaire-là. Elle s'est présentée aux urgences et elle avait un problème à respirer. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Elle a attendu 22 heures avant qu'on lui administre un traitement. 22 heures. Ça va changer quoi, Santé Québec, si on compare au ministère de la Santé du Québec? Moi, j'ai une confiance, une bonne confiance dans les habiletés de M. Dubé, le ministre de la Santé. C'est un des bons ministres que j'ai vu aller. Il est transparent. Je pense qu'il comprend les problèmes du réseau. Maintenant, quand tu es obligé de confier à Santé Québec une nouvelle structure, le mandat de gérer la santé au Québec, j'espère que des cas comme ça, comme le cas de Micheline Bouchard à Trois-Rivières, j'espère que c'est fini. Si on a vraiment là, des Top Guns qui vont gérer le réseau avec plus d'efficacité que nos fonctionnaires habituels, il faut que ça arrête des trucs comme ça. Et allez lire ça dans le Nouvelliste. Vous ne voulez pas que votre mère soit envoyée aux urgences à Trois-Rivières dans des conditions comme ça. 22 heures. Fait que je vais poser la question à Mme Biron. C'est quoi la mesure du succès? C'est-tu d'attendre dans un cas comme ça 12 heures? Parce que 12 heures, c'est pas bien mieux. États-Unis maintenant. M. Trump est en train de composer sa garde rapprochée, le personnel qui va travailler avec lui à la Maison-Blanche, les gens à qui il va donner des responsabilités politiques, des ministères. Et je vous le dis, c'est assez surprenant. C'est une cassure avec tout ce qui s'est fait aux États-Unis dans le passé. D'abord, Elon Musk va être nommé à la tête d'un nouveau département qui va essayer de voir où on peut faire des gains d'efficacité dans le gouvernement américain. Le problème, c'est que M. Trump a beaucoup de M. Musk, a beaucoup de contrats avec l'État américain, avec le gouvernement américain. Et c'est lui qui va aller leur dire voici où vous devriez couper. Écoutez, on l'a vu que Donald Trump, les conflits d'intérêts qui autrefois auraient disqualifié des gens de participer à la vie publique, d'avoir des postes gouvernementaux, désormais, ce n'est plus un problème. Sinon, on va nommer l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Et je sais que dans le camp des progressistes, dans le camp des gens qui sont secoués par ce qui se passe à Gaza, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui reprochaient les politiques américaines des démocrates là-dessus. Et il y a des gens pour ça qui ne sont pas allés voter. Bien, petite nouvelle pour vous autres, l'ambassadeur américain, le prochain ambassadeur américain en Israël, s'appelle Mike Huckabee. C'est l'ancien gouverneur de l'Arkansas. C'est un hyper-religieux chrétien qui a des accointances très, très proches avec les colons israéliens qui colonisent illégalement en Cisjordanie des territoires. On vole des terres aux Palestiniens pour établir des colonies. C'est un obstacle à la paix. C'est en contravention du droit international. C'est condamné de toutes parts. M. Huckabee est d'accord avec ça. Donc, le gars que M. Trump nomme comme ça, comme ambassadeur en Israël, il est très proche de la frange la plus extrémiste de la vie politique là-bas, en Israël. Donc, pour les Palestiniens, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Sinon, je le disais hier, Marco Rubio, le sénateur de la Floride, qui va être nommé, lui, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Et secrétaire à la Défense vient pas des mêmes filières qu'on a vues dans le passé. Souvent, les gens qui ont été nommés à la Défense ont eu des responsabilités très élevées dans l'organigramme de l'armée américaine. Là, le secrétaire à la Défense est un ancien soldat et c'est aussi un commentateur à Fox News. La ministre de l'Intérieur, la Homeland Secretary, c'est la gouverneure républicaine du Dakota du Sud. Elle s'appelle Kristi Noem. Elle a été inquiétée, elle a été impliquée dans un scandale qui a beaucoup fait jaser il y a quelques mois. Elle avait raconté que dans une autre vie, elle avait un chien qui n'obéissait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tué. Elle l'a tiré à bout portant, comme ça. Ça ne l'a pas, encore une fois, disqualifié de la vie publique. Ce genre de confession-là, de fait-là, à une époque, ça vous sortait de la possibilité d'être nommé dans un cabinet par un président américain. Ce n'est plus le cas.
Elle a été nommée. Elle va être responsable de tout ce qui se passe là, au Homeland Department. Sinon, le président, dernière nouvelle là-dessus, on le sait, a été inquiété par plusieurs affaires judiciaires. La Cour suprême a rendu une décision il y a quelques mois qui confirmait que quand le président pose des gestes dans le cadre de son travail, il est couvert par une certaine immunité. C'est du droit nouveau. Et tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de causes qui pourraient tomber contre Donald Trump, dont celle de Stormy Daniels, la star du porno à qui il avait fait un paiement de 140 000 pour éviter qu'elle ébruite sa relation. Ça a commencé avant son élection en 2016. Mais après son élection, il a posé d'autres gestes là-dedans alors qu'il était président. Et semble-t-il qu'il va peut-être pouvoir jouir dans cette affaire-là d'une certaine immunité. Et on apprend là, ce matin que le procureur spécial Jack Smith, lui, son équipe était chargée de poursuites visant Donald Trump en lien avec ce qui s'était passé notamment au Capitole, l'attaque du Capitole en janvier 2021. Il annonce qu'il démissionne parce que écoutez, les procédures qu'il a entamées contre M. Trump, en vertu du cadre juridique américain, maintenant qu'il est président, il ne pourra certainement pas être poursuivi. Donc, il va remettre ses dossiers et il va démissionner avant, il faut le dire, d'être congédié. Sinon, conflit de travail dans les ports, il y a Ottawa qui a sommé les parties de se soumettre à un arbitrage exécutoire, un peu comme ce qu'on a vu dans le secteur du rail canadien. Et je sais que les syndicats sont très fâchés de tout ça, évidemment, mais on ne peut pas sous-estimer l'importance des ports canadiens, et il y a aussi un conflit de travail là, à Vancouver, l'importance des ports canadiens pour l'économie canadienne. Donc, c'est pas très étonnant de voir que le ministre Stephen McKinnon a décidé, comme dans le rail, d'envoyer les parties là, dans les ports à un arbitrage obligatoire. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 98987. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Elle est là, en chair et en os. Elle fait une tournée médiatique ces heures-ci. Je parle évidemment de la nouvelle PDG de Santé Québec, cette nouvelle agence qui va opérationnaliser, comme dit le ministre Dubé, les soins de santé au Québec. Geneviève Biron est en studio. Madame Biron, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, plaisir. Écoutez, d'abord, je pense que ce que les gens se demandent, c'est il y a le ministère de la Santé qui a toujours géré la santé au Québec avec des agences, après ça, qui sont devenues les centres intégrés de soins de santé. Santé Québec va faire quoi? En fait, Santé Québec, c'est une nouvelle société d'État. Hein? C'est vraiment unique. Là. On est dans une nouvelle situation pour laquelle la loi là, qui est entrée en vigueur avant le passé se met en œuvre le 1er décembre. Ce que ça fait le 1er décembre, là, c'est l'ensemble des établissements du réseau sont fusionnés en une organisation. Alors, on n'ajoute pas des structures de plus, on en enlève. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une occasion unique. Là. On va pouvoir mettre les choses en commun et c'est du jamais fait avant. Là. Mais quand vous dites on en enlève, les CIS et les CIUS, il y en a 30. Ils disparaissent pas? Ils disparaissent pas, mais en fait, leur conseil d'administration, il est modulé. Hein, ça va être un conseil d'administration d'établissement. On a un conseil d'administration à Santé Québec qui a été formé. Et donc, en fait, on va pouvoir travailler toutes les PDG ensemble. Puis je vous dirais que la différence, c'est qu'avant, chaque établissement travailler un petit peu en compétition, hein? Une compétition de ressources, les gens, on voit même là, des annonces pour recruter à côté d'un autre hôpital. Alors là, en mettant tout le monde en commun, on se retrouve vraiment dans une situation où on peut prendre une meilleure pratique à un endroit puis l'étendre dans l'ensemble du réseau. Alors, c'est vraiment différent. Mais, écoutez, j'aimerais ça vous croire quand vous dites que c'est vraiment différent. Mais ça, le partage d'expertise, la fin des silos, travailler en équipe, j'ai entendu ça 150 fois depuis 10 ans. Là. Oui. Bien, je comprends. Là, puis honnêtement, je pense qu'il faut laisser la chance à Santé Québec de prendre place. Puis moi, je ne m'attends pas à ce que les gens nous fassent confiance aveuglément. Là. Je suis très consciente que les gens vont vouloir voir des résultats. Et moi, mon grand objectif, c'est de rehausser la confiance de la population envers notre réseau de la santé. Je me suis impliquée dans ce projet-là pour ça, parce que je pense qu'on mérite, avec l'ensemble des sous là, que les contribuables
accorde à la santé, on mérite d'avoir des soins de santé plus performants. Puis c'est pas seulement pour la santé, parce que c'est des sous qu'on met en santé, on les met pas dans d'autres secteurs, là, comme l'éducation, les infrastructures et autres. Alors, moi, je suis de l'école qu'il faut que ça change. Là. C'est pour ça que je suis là. Puis pourquoi ça changerait plus qu'à l'époque où il n'y avait pas d'agence Santé Québec? Bien, écoutez, je pense que la première mise en commun, là, je dirais que c'est une étape vraiment importante. On le voit déjà là, quand on regarde l'ensemble du réseau. Je suis arrivée puis j'ai dit, bon, dites-moi, là, c'est qui nos champions en santé et sécurité? Mais l'objectif de ça, c'est de prendre les meilleures pratiques. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, de différent? Leur formation? Est-ce qu'ils ont développé des pratiques sécuritaires? Puis qu'on puisse prendre ce qu'ils font puis l'amener ailleurs. Aujourd'hui, là, les équipes, là, ils dédoublent beaucoup de choses. Alors, ça, c'est une affaire. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est que, évidemment, là, c'est très complexe. Hein? Si c'était simple, ce serait déjà réglé. Là. Cette complexité-là, c'est cette interrelation qu'on a entre nos différents services. Alors, si on arrive à une chirurgie, puis on a des complications, bien, on déborde à l'urgence, puis on déborde à l'urgence, bien, c'est du temps d'attente pour d'autres personnes, puis il y a des gens à l'urgence qui devraient se retrouver ailleurs. Donc, tout ça, il faut travailler dans un tout, puis en mettant en commun, bien, ça nous donne beaucoup, beaucoup plus de levier d'intervention. Je pense aux milliers de Québécois qui sont sur des listes d'attente, qui doivent être opérés, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de genoux, qui ont toutes sortes de problèmes, et c'est très long. Là, on nous a promis qu'il y avait des objectifs chiffrés. À un moment donné, c'est tombé récemment. Ce qu'on veut, c'est vider les listes d'attente. Les gens qui nous écoutent, là, qui sont pas sur le point de mourir, mais qui doivent prendre des pilules parce qu'ils ont mal, parce que l'opération n'arrive pas, vous leur dites quoi sur ce que Santé Québec va changer dans leur vie de patient? Bien, écoutez, moi, ces longueurs-là d'attente, là, c'est vraiment désolant aujourd'hui. La liste d'attente a le baissé. On est parti de 20 000 personnes à 10 000 personnes pour ceux qui attendent plus d'1 an. Toutefois, je pense vraiment qu'on doit faire mieux. Là. C'est vraiment trop de gens qui sont sur ces listes-là. Puis aujourd'hui, dans les établissements, moi, j'ai été surprise de constater qu'on a 188 salles de chirurgie qui sont présentement fermées. Puis c'est tout un cercle vicieux, tout ça, parce que si un médecin n'a pas de temps opératoire, bien évidemment, il va se retrouver à travailler dans un autre milieu. On doit ramener nos gens dans les réseaux publics puis être capable de faire plus de chirurgie. Mais, Mme Biron, là, bon, vous êtes la nouvelle patronne de Santé Québec. C'est tout nouveau, tout beau. Mais ça, là, les salles d'opération pas utilisées, j'ai entendu des ministres libéraux m'en parler, des ministres péquistes m'en parler, le ministre caquiste m'en parler. Encore là, je vous repose la question. Pas avoir d'infirmières, pas avoir de personnel suffisant pour faire des opérations à la chaîne, ça fait des années qu'on en parle. Qu'est-ce qui va faire que vous allez régler ça? Bien, écoutez, en ce moment, on a une équipe là, qui se promène dans les établissements. Ils ont fait 15 visites de différentes salles de chirurgie pour essayer de comprendre. Puis c'est ça, la mise en commun. Là, on n'est plus à se demander, on peut aller là ou là. On va sur le terrain, dans l'ensemble du réseau. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Puis qu'est-ce qui est amélioré? Puis on voit déjà des pistes d'amélioration. Là. Il y a des pratiques qui sont faites, qui sont évidemment faites avec les meilleures intentions du monde. Mais parfois, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles servent, les équipes, ils ont comme fonctionné de même depuis longtemps. Mais moi, je veux qu'on mette l'usager au cœur de cette priorité-là. Mme Biron, vous me sortez pas ça pour vrai, là. Mais je vais vous dire, est-ce que je peux vous donner un exemple? Ça fait 100 fois que je l'entends, celle-là. Je vais vous donner un exemple. Oui, okay. Allez-y, mais je vous dis... En ce moment, on a des patients qui sont attribués à des chirurgiens. Oui. OK? Lorsqu'on a pour toutes sortes de raisons, on doit le recéduler, il reste sur la liste du chirurgien. Mais à un moment donné, là, la liste s'étend dans le temps et il y a peut-être un autre chirurgien qui est disponible. On pourrait le réassigner. On pourrait faire de l'harmonisation dans la cédule de la chirurgie. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, là, mais ça, c'est le genre de situation qu'on observe. Puis, les gens sont tous bien intentionnés, mais on a comme développé la façon de faire. Mais aujourd'hui, ça va bien quand les délais ne débordent pas. Mais à 1 an d'attente, là, on doit re-questionner ça. Puis je vous le dis, là, les auditeurs m'entendent, peut-être qu'ils me trouvent cynique.
Mais ça vient peut-être avec vieillir aussi. Ce que vous me dites là, puis je veux pas être plate, là, mais l'usager au cœur des priorités, là, je l'ai entendu de toutes les façons. Je lisais tantôt une de vos entrevues, je pense que c'est dans le journal Le Devoir, Mme Biron, vous disiez que vous alliez envoyer là, M. Abergel, qui est le vice-président de l'agence, vous allez l'envoyer sur le terrain et il prépare un plan d'action. Mais quand je vous dis que j'ai tout entendu, là, juin 2021, dans le Journal de Montréal, je vous cite un extrait, pour effectuer ce rattrapage. Là, c'était le rattrapage en chirurgie. La sous-ministre adjointe, Dr Lucie Paterny, sera responsable de consulter les divers acteurs du réseau de la santé afin de présenter un plan d'action à l'automne. Je comprends toujours pas, puis je comprends, là, vous êtes bien intentionné, là, je comprends toujours pas ce que Santé Québec va pouvoir faire que le ministère de la Santé a jamais fait en 50 ans. Bien, écoutez, je reviens à ce que je disais tantôt. La constitution de la nouvelle société d'État, c'est quand même bien, bien différent du passé, là. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait avant. Et je comprends le cynisme. Je lis les journaux comme vous depuis... et surtout dernièrement, on parle de la santé comme s'il n'y avait plus jamais de solution. Mais on a des équipes là, qui s'intéressent à faire les choses autrement. Puis quand je vais sur le terrain, là, moi, j'ai pas rencontré personne qui veut pas que les choses s'améliorent. Mais il faut falloir aussi qu'on donne la chance à Santé Québec d'arriver. Moi, je dis que le 1er décembre, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Il faut laisser sa chance. J'ai même j'ai même lu que Santé Québec allait mal. Puis là, on n'a même pas commencé. Alors, est-ce qu'on peut laisser la chance à Santé Québec? Ça ne sera pas tout réglé le 2 décembre. Là. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. OK. Oui. Vous entrez en fonction et l'agence prend vie, prend forme vraiment le 1er décembre. Vous le dites, ça ne va pas se régler le 2 décembre. À quel moment est-ce qu'on va voir quel changement? C'est quoi l'horizon? Puis c'est quoi les paramètres? Alors, les plus grandes priorités, là, c'est l'accès, l'humain, l'efficacité et les causes. L'accès, là, c'est la grande priorité. Je sais qu'on le répète depuis toujours, mais la population, je pense qu'on est tous à se dire, quand on a un problème de santé urgent, on est bien pris en charge. Mais c'est l'attente, là, ça fonctionne pas, c'est beaucoup trop long. On mérite mieux. Et pour moi, quand je parle d'accès, c'est l'accès première ligne, médecin de famille, urgence et chirurgie. Et première ligne influence beaucoup, dans le fond, le reste. Parce que si on est capable d'avoir un rendez-vous à court terme chez son médecin, si on est capable de voir d'autres professionnels, là, on a la loi 67 qui vient d'être adoptée, qui donne plus de reconnaissance à d'autres professions. Là. Les pharmaciens peuvent faire plus, les psychologues peuvent faire plus, les ergothérapeutes. Tout le monde peut faire plus. Bien, c'est aidant, c'est vraiment aidant. Je reviens à ma question, Mme Biron. C'est quoi l'horizon? Puis c'est quoi les paramètres? Puis l'horizon, vous pouvez me dire, c'est-tu 6 mois? Dans 6 mois, on va avoir fait fondre de moitié la liste d'attente en chirurgie. C'est-tu dans 1 an? C'est-tu dans 18 mois? Donnez-moi un paramètre clair sur lequel on pourra vous juger, puis un horizon clair. Alors, le paramètre clair, il va venir avec l'adoption du plan stratégique qui s'en vient au mois de mars. Là. Nous, on doit déposer par la loi, Santé Québec doit déposer son plan stratégique. Mais au-delà de ça, oui, mais en fait, les paramètres... si on veut un chiffre, là, ça va être là. Il y a du monde qui nous écoute, là. Oui. Ils sont obligés de prendre des opiacés parce qu'ils ont mal quelque part puis ils ne sont pas opérés. Puis vous me parlez de plan stratégique au mois de mars. Oui, je comprends. Ça fait 6 mois que vous êtes là. J'imagine que vous êtes en mesure de me donner un paramètre clair sur lequel on pourra vous juger sur un horizon déterminable. Mais écoutez... Puis moi, je comprends, là, vraiment, quelqu'un qui est en attente de voir son médecin, qui est en attente de voir, d'une chirurgie, là, particulièrement une chirurgie. Puis en fait, c'est tous des besoins qui sont importants. Il faut que l'aiguille bouge dans la bonne direction rapidement sur l'accès. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner un objectif chiffrable, mais moi, je ne suis pas là pour le statu quo, là. On est là pour que les choses changent puis que les choses s'améliorent. OK. Vous me parlez de statu quo. Il y a combien d'argent à couper dans le réseau présentement? Alors, ce que le réseau doit faire, là, c'est rencontrer ses cibles budgétaires. C'est la loi, hein? On doit. Puis on a des gestionnaires. Puis nos gestionnaires, ils doivent s'assurer qu'ils sont dans l'enveloppe budgétaire qui leur est allouée. Alors, on doit tous faire notre part, là, parce que c'est la santé, mais c'est aussi les autres secteurs de l'économie. On doit, dans le fond, s'assurer c'est vraiment juste une fonction de bon gestionnaire, là, ce qu'on demande aux gens. Maintenant, tu sais,
nous, on arrive dans la situation, on constate où les choses sont. Alors, on accompagne les gestionnaires dans leur plan d'action. On travaille avec eux. On fait ça de façon hebdomadaire en ce moment. Puis l'objectif de tout ça, c'est qu'on ne veut pas que les soins soient affectés. Alors, il faut trouver des solutions pour ne pas affecter les soins à la population. Ça aussi, sans cynisme, je vous le soumets respectueusement, Mme Biron, là, mais on va optimiser, on va couper, puis les citoyens ne vont pas en subir les conséquences. Ça aussi, je l'ai entendu 100 fois. Mais parlons concrètement. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, il y avait une réunion du conseil d'administration il n'y a pas si longtemps. On leur demande de couper environ 100 millions dans cette région-là, qui n'est pas très populeuse. Et dans le conseil d'administration public, on dit aux gens, inquiétez-vous pas, on va y arriver. Quand les micros sont fermés, on ne le sait pas, mais ça continue à être transmis, la séance, la réunion. Et là, les gestionnaires du conseil d'administration disent, on ne sait pas comment on va faire. On ne le sait pas. Vous êtes en train de me dire qu'il y a du gras à couper dans le réseau puis qu'on ne l'aurait pas vu? Bien, j'aurais le goût de dire que je vois quand même une forme de dédoublement. Là, j'en parlais tantôt là, avec la mise en commun. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on fasse de mêmes outils, les mêmes procédures, tout en dédoublement, sans prendre les meilleures pratiques. Donnez-moi des exemples de dédoublement. Bien, si on a des protocoles, on a des équipes de travail, si on a des outils de communication, on dédouble tout ça partout. Là, parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, des organisations qui sont indépendantes les unes des autres avec leur conseil d'administration. Alors, on a un grand levier d'amélioration, puis particulièrement quand quelqu'un a besoin d'aller d'un établissement à un autre. Moi, je trouve toujours là, qu'on repart à la ligne de départ. Là. On a 5 de la population qui utilise 50 de nos services. Si on les accompagne mieux, on peut s'imaginer à quel point ça peut faire un impact pour libérer les salles, du temps dans les urgences. Alors, non, mais écoutez, il n'y a pas beaucoup de détails spécifiques dans ce que vous me dites. Puis quand on veut couper 1 milliard dans un réseau qui est déjà à bout de souffle comme ça, je comprends qu'on peut jumeler des services de communication, mais on n'arrive pas à 1 milliard avec ça. Oui, puis j'aurais le goût de vous dire, c'est que pourquoi il n'y a pas de détails, c'est parce qu'il n'y a pas une solution unique partout. Et moi, je déplore un peu l'application mur à mur. Là. Quand on va sur le terrain, là, c'est fait 15 visites qu'on fait sur le terrain, les îles de Madeleine, Abitibi-Côte-Nord. On veut comprendre les réalités locales des gens. Quand on dit que dans le contexte du budget, on accompagne nos PDG, c'est justement pour ça, parce que une situation, un endroit peut nécessiter des actions qui sont un plan d'action qui est très différent pour un autre. Alors, moi, je ne peux pas dire on fait ça partout. Moi, je ne crois pas là, que c'est la bonne solution. Il faut regarder le contexte. Il faut comprendre c'est quoi la réalité locale. Il faut travailler avec les gens localement. C'est eux qui connaissent, dans le fond, c'est quoi les actions qu'on peut prendre. OK. En terminant, M. Dubé se rend souvent disponible pour des entrevues. On le reçoit ici au moins une fois par mois. Je l'entends partout dans les médias. La santé est une préoccupation des Québécois. Allez-vous être disponible pour expliquer les décisions de Santé Québec régulièrement aux Québécois? Bien, écoutez, ça va me faire plaisir de vous parler, puis qu'on puisse parler des enjeux et adresser les situations. Absolument. Bien, merci. Écoutez, je vous souhaite bonne chance parce qu'on a tous intérêt à ce que ça fonctionne, la santé au Québec. Merci beaucoup, Mme Biron. Merci à vous. C'était Geneviève Biron, la nouvelle PDG de la nouvelle agence Santé Québec. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. On va commencer en parlant d'avortement. Il y a depuis quelques années au Québec, c'est Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui avait piloté ce projet de loi. Il y a une interdiction de manifester à moins de 50 mètres des cliniques d'avortement. Le but, évidemment, c'était de foutre la paix aux femmes qui allaient dans les cliniques et aux gens qui travaillent dans ces cliniques-là, qui étaient la cible de harcèlement, d'insultes, de gens qui manifestaient très près des portes, très près de ces cliniques-là. Il y a une contestation présentement en cours supérieure. Il y a des groupes pro-vie, anti-avortement qui veulent retrouver le droit de manifester à l'intérieur de la limite de 50 mètres. Docteur Diane Franqueur, vous la connaissez, c'est l'ancienne présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Elle est gynécologue à l'hôpital Sainte-Justine et aussi directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Madame Franqueur, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Je sais que vous avez pris la parole très souvent ces derniers temps pour réaffirmer le droit à l'avortement. Et je me demandais comment vous avez réagi en voyant que les groupes pro-vie veulent recommencer à manifester très, très près des cliniques d'avortement.
il faut pas que ça arrive. Il faut absolument pas que cela arrive. Pour les femmes, d'abord, parce qu'elles sont très vulnérables. Vous savez, moi, ça fait plus que 30 ans que je fais des avortements. Là. J'en fais encore, puis je vais continuer à en faire jusqu'à la fin de ma carrière, et je vais protéger les femmes. Il n'y a personne qui fait ça, qui prend ça à la légère. Elles sont vulnérables. N'importe quoi peut les faire changer d'idée, et il faut les laisser tranquilles. Ça ne les regarde pas. Et vous savez, ces gens-là sont vraiment très envahissants, là. Alors, ils réussissent à s'infiltrer avec leurs photos, avec leurs pancartes. Et puis, il faut arrêter ça. En droit, je pense qu'on a tous collectivement appris depuis la semaine dernière que on peut perdre nos droits acquis en un clin d'œil. Alors, tout ce qu'on a réussi à gagner pour les femmes, il faut qu'on le protège. Il faut que le Québec, il faut que le Canada soit le hub des droits des femmes et on ne laissera pas partir rien. Ce que les manifestants pro-vie disent, Dr. Franqueur, là, c'est « ceci brime notre droit à la liberté d'expression ». Qu'est-ce qu'on répond à ça? Écoutez, moi, j'ai le droit à mon choix personnel et individuel. C'est pas de vos affaires. Si on allait vous espionner à la pharmacie quand vous allez acheter du Viagra, puis on vous parlait de votre dysfonction érectile devant le comptoir, devant tout le monde, aimeriez-vous ça? Là? C'est un choix personnel, ces choses-là. L'avortement, ça regarde personne d'autre que la personne qui choisit ce choix-là et de les harceler. Vous savez, pas juste les femmes, il y a les professionnels. On se fait traiter de toutes sortes de noms. Les gens, dans l'article qu'il y avait dans la presse, il y a quelqu'un qui rapportait s'être fait suivre. Ces choses-là, ça arrive pour vrai, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Dr. Franqueur, d'être harcelé comme ça, insulté par des militants pro-vie? Des petits papiers sur la voiture, sur le pare-brise. Ah oui? Oui, ça oui. disait quoi? Quand j'ai commencé ma pratique, parce qu'on s'occupait beaucoup, je m'occupais beaucoup des jeunes, puis évidemment, on était ciblés, on n'était pas beaucoup, là. Alors, à chaque journée, le 11 novembre, le jour du souvenir, on avait des petites menaces, là. Alors, et les gens nous reconnaissent, les gens nous identifient, je sais ce que tu fais, vous n'avez pas d'affaire à faire ça, vous tuez des enfants, etc., etc. Bon, moi, ça me dérange pas vraiment, là, mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être pas aussi sûres de leur choix et qui aiment pas ça qu'on les identifie avec raison. On est là pour servir les femmes, c'est pas notre choix à nous, là. Qui sont ces gens-là? Quel est le profil des gens là, qui passent leur journée près de cliniques d'avortement, Dr. Franqueur, pour parler aux femmes qui entrent, pour parler au personnel puis les insulter ou, dans le cas des femmes, essayer de les convaincre de ne pas se faire avorter? Bien, c'est habituellement des gens qui sont subventionnés beaucoup par des organismes religieux. Là, évidemment, on s'entend quand on parle de pro-vie, la religion est toujours pas loin en arrière, peu importe laquelle. Là. Et évidemment, vous savez, ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est pas si loin de chez nous. Là. Alors, ces groupes-là ont énormément d'argent, justement, pour payer des gens, aller faire le pied de grue sur le trottoir devant les cliniques d'avortement en espérant sauver un bébé, mais ça ne les regarde pas. Ce n'est pas de leurs affaires. C'est un débat, l'avortement, qui est très, très brûlant aux États-Unis. On l'a vu, là. Ça a été du carburant pour les forces conservatrices depuis 50 ans. Il y a eu une décision de la Cour suprême qui est tombée, qui a renvoyé tout ça dans la Cour des États. Il y a des voix au Canada qui disent, écoutez, il n'y a pas de danger immédiat au Canada pour le droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Dr. Franqueur? Mes collègues américains me disaient la même chose avant que Roe versus Wade soit renversé. Ils n'ont pas vu venir. S'il y avait du bruit, il y a toujours eu du bruit avec l'avortement, mais à un moment donné, ça prend juste quelqu'un qui a décidé d'en finir pour des raisons la plupart du temps personnelles ou religieuses et qui va commencer à gruger. À chaque année, au fédéral, il y a des petits projets de loi qui ont l'air inoffensifs. Là. Dans les 2 dernières années, par exemple, il y a eu un projet qui a été déposé au Sénat pour permettre aux femmes enceintes de compter pour 2 personnes dans la ligne des voies rapides parce que la maman avait un bébé. Ça semble gentil de faire ça, de faire attention aux femmes enceintes, mais là, on vient de donner des droits au fœtus. Et au Canada, le fœtus n'a pas le droit pour que ce soit la femme qui décède et non le bébé. Alors, à chaque
chaque fois qu'on essaie d'arracher un petit morceau sur nos droits acquis, à un moment donné, ils vont tous s'empiler, ces petits morceaux-là, et on risque de perdre. Vous savez, il y a des femmes qui meurent maintenant, là, au moment où on se parle aux États-Unis, parce qu'elles sont pas capables d'avoir des prises en charge de grossesse ectopique, la grossesse qui est dans la trompe, elles meurent au bout de leur sang. Elles sont pas capables d'avoir un curetage au cas où le bébé serait peut-être encore vivant. Elles meurent au bout de leur sang. On veut pas aller là. On ne veut pas jamais retourner là. Et c'est pour ça qu'il faut, à chaque fois que des groupes comme ça qui essaient de nous enlever les droits acquis des femmes, il faut qu'on se lève, qu'on se défende et qu'on représente les femmes. Ils n'ont pas le droit de se mêler de leurs décisions. Ça ne les regarde pas. Dr. Franqueur, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée. À la prochaine. C'était Dr. Diane Franqueur, l'ex-présidente de la Fédération des médecins spécialistes, gynécologue à l'hôpital Sainte-Justine. Elle pratique des avortements, commentait là, cette contestation de groupes pro-vie, et Dr. Franqueur le dit, appuyé par des groupes religieux qui sont devant les tribunaux pour retrouver le droit perdu grâce à une loi de Gaétan Barrette, là, le droit de manifester à l'intérieur d'un périmètre de 50 mètres de ces cliniques d'avortement. Parlons maintenant de relations de travail. On le sait, c'est pas évident dans les ports au Canada. Le port de Vancouver subit un conflit de travail. Même chose à Montréal. Il y a un lockout là, qui a stoppé les activités du port de Montréal. Le ministre du Travail, Stephen McKinnon, qui a demandé aux Canadiens, au Conseil canadien des relations industrielles d'ordonner la reprise des opérations d'une part dans les ports de Montréal, Québec, Colombie-Britannique, mais il demande aussi un arbitrage exécutoire. C'est ce qu'il avait fait pour mettre fin au conflit dans le secteur du rail il y a quelques mois. Maître Gilles Levasseur est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, va tenter de décortiquer les termes de toute cette saga avec nous. Professeur Levasseur, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est quoi ça, l'arbitrage exécutoire? Ce qui arrive, c'est qu'en vertu de la loi sur le Code canadien du travail, le ministre a un pouvoir discrétionnaire d'ordonner au Conseil de prendre une décision, d'exécuter l'arbitrage exécutoire. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que les parties doivent retourner au travail et là, on va nommer un arbitre qui va prendre une décision pour régler le problème et la décision est exécutoire dans le sens qu'on doit la respecter et on doit agir tel que l'arbitre décide. Donc, ça évite de continuer ce débat-là qu'on a actuellement, où est-ce qu'on a un lockout, les gens ne travaillent pas, et là, qu'est-ce que ça l'amène? C'est le fait que, bon, la machine repart et tout le monde est heureux parce que là, l'économie est en train de fonctionner normalement. Pourquoi passer par l'arbitrage obligatoire plutôt que par une loi spéciale? C'est parce qu'actuellement, l'arbitrage exécutoire, c'est quelque chose que le ministre peut demander et exiger sans qu'il y ait tout ce débat politique. Donc, c'est comme si c'est le ministre qui avait l'odieux de dire « je prends la décision, je l'impose et voici le résultat ». Quand on parle devant une loi spéciale, il faut avoir le consentement, par exemple, d'un autre parti politique, dont par exemple les néo-démocrates, pour y arriver. Et les néo-démocrates n'iront pas là. Donc, par conséquent, le gouvernement est piégé parce que c'est un gouvernement minoritaire. Donc, il passe par la loi pour être capable de pouvoir régler le problème. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça empêche les débats dans la Chambre des communes. D'une façon où est-ce que, bref, c'est le ministre qui est responsable et non plus le gouvernement qui a pris la décision. Donc, politiquement, c'est beaucoup plus facile pour le gouvernement d'agir de cette façon-là. Il y a aussi tout le côté juridique. Il me semble que les tribunaux sont beaucoup moins chauds qu'à une certaine époque à l'idée de permettre des lois spéciales, non? Absolument. Ce qui arrive, c'est que les lois spéciales ont été validées quand on suit une série de règles. Une des choses qu'on dit dans les lois spéciales, c'est à l'effet d'arriver puis de ne pas empêcher la capacité de continuer à négocier. Ça, c'est la première des choses. Et deux, ça fait en sorte que l'arbitrage est seulement dans des cas très extrêmes, dans des cas de nécessité extrême. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que une des choses qui va se faire bientôt, c'est de se dire, est-ce que le ministre a le pouvoir d'imposer l'arbitrage exécutoire à un tribunal quasi judiciaire qui est le Conseil des relations industrielles? Est-ce qu'il peut imposer cela? Parce que le Conseil des relations industrielles dit très clairement, j'ai aucune façon de m'opposer à l'obligation du ministre et j'exécute. Donc, par conséquent, est-ce que le Conseil est impartial? Est-ce qu'il est indépendant ou techniquement, c'est comme une continuité du ministre? C'est ça qui va être le débat juridique, mais on va seulement voir ça dans 1 an, 2 ans, parce qu'on va aller en appel tout partout. Donc, on n'aura pas vraiment une décision. Entre-temps,
on prend une décision immédiate pour régler le problème qui existe devant nous. Est-ce que c'est une décision là, qui, d'après vous, professeur Levasseur, est justifiée au vu de l'importance des ports, et on s'en était parlé, vous et moi, pour le rail, des ports dans l'économie canadienne? Absolument. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en 2023, 47 % des marchandises qui rentrent au Canada, c'est des biens intermédiaires. Ce que ça veut dire, ça, c'est des biens qui sont nécessaires pour finaliser la production d'un bien ou d'un service. Exemple de cela, par exemple, les moteurs pour les appareils ménagers. Ça va être, par exemple, les fils, par exemple, électriques pour faire fonctionner, par exemple, vous savez, des équipements qu'on a dans le monde industriel. Donc, on a besoin de toutes ces pièces-là pour finaliser le système. Donc, quand la chaîne d'approvisionnement casse, c'est-à-dire que quand ces biens-là ne rentrent pas au Canada, tout le système bloque à un moment donné parce que les entreprises ont seulement du stock des fois pour 2, 3, 4 semaines. Puis après ça, ils sont vides. Alors là, ils sont piégés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre ces 2, 3 semaines-là pour être capable d'avoir les pièces parce que plus que les navires, vous savez, s'accumulent au port de Montréal, moins que les biens vont sortir rapidement. Mais les syndicats vous diraient, professeur Levasseur, que c'est un droit constitutionnel de se constituer en association puis de négocier comme ça avec son employeur et que là, c'est un peu brimé quand même, là. Absolument. Mais c'est là le problème où est-ce que la loi ne prévoit pas des mécanismes alternatifs, que ce soit, par exemple, les chemins de fer, que ce soit, par exemple, on a vu, par exemple, avec WestJet, le côté aérien. Là, maintenant, c'est les débardeurs, le côté maritime. C'est que si on n'est pas capable de s'entendre, c'est automatiquement grève ou lockout. Il n'y a pas un mécanisme qui est comme dans le milieu. Par exemple, avoir un arbitrage qui serait non exécutoire, qui permettrait d'avoir quelqu'un qui dit, écoutez, avant d'aller à la grève ou le lockout, voici ce que je vous propose. Et si après ça, on impose l'arbitrage exécutoire, puis qu'on arrive à la même solution, bien, on pénaliserait celui qui n'a pas voulu continuer à négocier et accepter l'arbitrage non exécutoire. On le voit, ça, par exemple, en droit de la famille sur la médiation. On le voit quand il y a des séparations, des divorces, il y a un système qui amène une médiation pour être capable de trouver un résultat. Puis si on n'est pas capable d'accepter, on peut aller dans les tribunaux, mais s'il y a une conséquence, on va payer les prix. On peut faire la même chose, mais adaptée au monde économique pour justement créer une stabilité, parce que le problème, Montréal est en train de perdre sa crédibilité au niveau d'un port maritime. Les gens vont aller aux États-Unis plutôt que d'aller au Québec. Puis on se dit, le Québec, c'est trop des problèmes de grève. On va aux États-Unis, puis ça règle notre problème. Maître Levasseur, toujours un plaisir d'échanger avec vous là, pour décrypter ces enjeux de relations de travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir, à la prochaine. C'était Maître Gilles Levasseur. Il est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Voici Patrick Lagacé. Ruba Gazal, député solidaire dans Mercier, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Bon, on va parler, vous et moi, là, de cette proposition que vous avez de poursuivre les pollueurs, là, les compagnies de pétrole. Mais avant ça, êtes-vous rendu là, officiellement la co-porte-parole, c'est-tu fait? Je vais être élue samedi prochain. Je suis encore la future porte-parole. Samedi soir, il va y avoir une soirée où on va célébrer mon élection. Parce que les membres doivent voter quand même. Mais vous n'avez pas d'opposition? Non, mais ils doivent voter entre moi et la chaise. Mais oui, c'est la démocratie à Québec solidaire. Pour nous, c'est très, très important que les gens, par exemple, s'il y a une personne qui se présente, ils peuvent contester, mais je suis très, très, très confiante. J'espère que vous allez battre la chaise, là. Mais il y a vraiment... OK, vous me dites une chaise. C'est une image ou c'est vrai? Non, je veux dire, non, c'est une image. C'est que quand ils ont sur leur bulletin de vote, il y a mon nom. Après ça, c'est pas écrit chaise, c'est écrit non, je vote pas pour elle. OK, mais vous pourriez être battu par le abstention. Non. Oui, par exemple. Okay. C'est en théorie. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis 18 ans. Très bien, parfait. OK, on reviendra aux affaires internes de Québec solidaire dans quelques instants. Ouais. Mais vous allez lancer cette idée que le Québec imite d'autres juridictions, notamment aux États-Unis, là, et poursuive des compagnies pétrolières. Comment et pourquoi? Oui. On le sait, là, au Québec, on l'a senti, les effets des changements climatiques, c'est immense. On se rappelle des feux de forêt, on sentait la fumée jusqu'à Montréal, il y a eu les inondations à Baie-Saint-Paul et tout ça coûte extrêmement cher à l'économie. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est que c'est pas aux Québécois et Québécoises de payer pour ces impacts-là. Il y a des entreprises, des grandes pétrolières qui font
extrêmement, beaucoup de profit, beaucoup d'argent, et surtout qui ont menti depuis 60 ans. Ils ont des études qui démontrent comment le pétrole, puis ce qu'ils vendent, les produits qu'ils vendent, à quel point ça émet des gaz à effet de serre, puis que ça amène des bouleversements climatiques extrêmement graves sur la santé puis sur les infrastructures. Ils ont menti. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que le gouvernement du Québec poursuive ces entreprises-là. Et nous, on propose que ce soit les 4 principales pétrolières, Exxon, BP, Chevron, Shell, qui les poursuivent pour les dommages causés à l'environnement. Même des compagnies qui n'ont pas de bannière au Québec. Vous parlez de Chevron. Il me semble que Chevron n'est pas présent au Québec. C'est les 4 principales qui sont présentes ou qui vendent leurs produits ici au Québec. Nous, on veut faire payer les entreprises pétrolières qui sont responsables. Ça, c'est les 4 principales qui sont responsables de le tiers ou même la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondial. OK, Mme Gazal, je sais qu'il y a des poursuites ailleurs. Là. Je pense que la Californie poursuit, des États américains, etc. Exact. Est-ce qu'il y a des cas, par contre, où les poursuites ont été couronnées de succès? Oui. On s'est fié sur ce qui a été fait par le gouvernement du Québec avec l'industrie du tabac. Le gouvernement a poursuivi ces entreprises-là qui ont un impact sur la santé, mais aussi qui ont menti, la même chose que les pétrolières, sur la santé. Aux États-Unis et aussi. On a gagné en 2019 et le gouvernement du Québec a pu recueillir 6 milliards de dollars parce qu'on a gagné cette poursuite-là. Je reformule ma question, c'est pas assez clair. Est-ce qu'on a des cas de compagnies pétrolières poursuivies où la poursuite a été couronnée de succès? Non, pas encore. Mais, donc, on est encore dans le droit nouveau. Oui, là. Exactement. C'est audacieux. À Québec solidaire, vous nous connaissez, on fait des propositions audacieuses, mais qui ne sortent pas des nues. On se fie sur ce qui a été fait, oui, dans l'industrie du tabac, mais aussi les pharmaceutiques. En ce moment, le gouvernement du Québec poursuit les pharmaceutiques pour la crise des opioïdes. Puis il y a la Californie, le Massachusetts, le Rhode Island aux États-Unis qui font des poursuites. Donc, on n'est pas plus fou que d'autres. On ne veut pas que les Québécois payent pour les changements climatiques. OK, c'est un hasard total, Mme Gazal. On vous reçoit en ce mercredi matin et dans le Journal de Montréal, il y a un sondage léger qui montre que le PQ est en hausse, la CAQ est en baisse. Et vous, chez Québec solidaire, vous avez perdu 1 point. Vous êtes à 13 %. Votre plafond naturel, c'est à peu près 15 % maximum. Là. Écoutez, on a déjà monté jusqu'à 18 %. Ouais. C'est vrai, on se maintient. Les élections, c'est dans 2 ans. En politique, on le sait, là, même un mois ou une journée, ça peut être une éternité. Donc, les jeux ne sont pas faits. Moi, je suis très, très confiante à Québec solidaire. On fait des propositions audacieuses comme celle que je fais maintenant. Sur la crise du logement, on a été très, très présent et efficace comme opposition. On essaie aussi de changer les mentalités, par exemple, sur les lunchs dans les écoles pour arrêter la faim chez les enfants. On est très, très présent et très efficace comme aile parlementaire. Je veux faire preuve d'humilité, est-ce qu'on est rendu là où on aurait souhaité être aujourd'hui? Non, mais ça ne me décourage pas du tout, ça ne décourage pas Québec solidaire. On va continuer à faire notre travail, à nous lever le matin pour améliorer la vie des Québécois et des Québécoises. Et moi, ça fait à peu près 2 ans là, que je suis en élection. Je vais être élue, je faisais la joke de la chaise, mais je vais être élue samedi soir et on va célébrer ça. Puis j'ai des propositions aussi pour qu'on connecte avec les Québécois. On est très fort sur les questions ce que j'appelle le beurre, là, c'est-à-dire la crise du coût de la vie qui affecte les gens, la crise du logement. Mais j'ai envie, puis moi, je pense que je peux l'incarner comme enfant de la loi 101, comme fille d'immigrante qui est arrivée au Québec, j'avais 10 ans, je ne parlais pas un mot de français, sur les enjeux plus identitaires, plus du cœur de l'identité québécoise, la protection de la langue, de notre culture. Et aussi, je veux que Québec solidaire incarne un nationalisme, un amour du Québec qui soit ouvert, inclusif pour tous les Québécois qui sont ici. Peut-être qu'on est moins présent là-dessus et mon intuition me dit qu'on pourrait plus connecter avec les Québécois avec ces éléments que j'amène. OK, Mme Gazal, si on s'éloigne un peu de l'intuition, quand on regarde les chiffres, OK, on voit aux États-Unis, là, il y a un déplacement du curseur vers la droite. Les jeunes votent plus à droite, les jeunes hommes votent plus à droite, les hispaniques votent plus à droite. Les 18-34 au Canada, au Québec, là, on le voit dans le sondage léger d'aujourd'hui, là, sont très, très charmés par Pierre Poilievre. Qu'est-ce qui explique, selon vous, l'attrait que les partis de droite ont ces jours-ci? Bien, c'est une tendance. En fait, le vent des partis de droite souffle depuis de nombreuses années. Et nous, à Québec solidaire, comme seul parti de gauche au Québec, on incarne une gauche qui s'assume, qui va de l'avant. Maintenant, c'est un slogan. Les femmes, par exemple, je veux vous entendre. Qu'est-ce qui fait que les gens votent
plus à droite, même plus jeunes, des clientèles traditionnellement plus à gauche. C'est quoi votre analyse peut-être là-dessus? pas les femmes, mais il y a, en fait, pour ce qui est des jeunes au Québec, là, je pense pas que c'est un train qui va très puissant au Québec. Au Québec, Pierre Poilievre, il n'est pas... Chez les 18-34, là, semble-t-il qu'il est en... Chez les jeunes hommes, peut-être peut-être chez les jeunes femmes, beaucoup moins. Chez les jeunes femmes, elles votent beaucoup plus à gauche, c'est beaucoup quoi plus votre au Québec. sentiment? Ben moi, c'est sûr que le vent de droite qui souffle dans le monde occidental m'inquiète énormément. Avec l'élection de Trump, on n'a pas une barrière ici autour du Québec. Mais qu'est-ce qui explique ça, vous pensez? Ben ça, il y a un discours de droite qui est extrêmement simpliste, je dirais. Mais au Québec, on a des consensus. Il ne faut pas qu'on s'assoie sur nos lauriers. Par exemple, la protection du droit à l'avortement. Ici, ces valeurs-là du Québec d'égalité entre les femmes et les hommes sont touchées. Moi, je pense qu'il pourra avoir une plus grande levée là, pour défendre nos valeurs québécoises, qui sont des valeurs féministes que Québec solidaire défend bec et ongle. Le Parti démocrate aux États-Unis est en train, là, écoutez, ils sont au bord de la guerre civile, là, si je peux m'exprimer ici. Là. Ils sont en train de regarder ce qu'ils ont fait dans les dernières années, ce qui ne marche pas. Je veux pas, Québec solidaire est à gauche, je ne veux pas dire que vous êtes comme le Parti démocrate, là, mais avez-vous un examen? Est-ce que vous faites chez Québec solidaire présentement là, une sorte de revue de ce que vous avez fait dans les dernières années où vous vous dites... Qu'est-ce qui n'a pas pogné? Les défis de la gauche, c'est pas uniquement à Québec solidaire, là, c'est les défis de la gauche dans le monde occidental. Ça, c'est un fait. Donc, il y a un vent de droite qui souffle depuis de nombreuses années. Et malheureusement, la gauche, peut-être, il y a certaines choses qu'elle n'a pas fait qui nous amènent vers peut-être les jeunes hommes, par exemple, avec le discours masculiniste, qu'ils adhèrent à ça. Et ça m'inquiète beaucoup. Mais il ne faut pas être découragé pour autant. Moi, une des choses que je mets de l'avant, c'est que la gauche aussi a des choses à dire sur le nationalisme, sur l'amour de notre nation, aimer sa nation, la nation québécoise, comme nous le dit Monsieur François Legault, ça veut pas dire, ça veut dire d'avoir des services publics forts. Moi, je suis devenue québécoise, puis j'ai aimé le Québec, pas comme ça là, par magie, c'est parce qu'on a une école publique forte où on pouvait apprendre si on veut les valeurs fondatrices et où il y a le tronc commun du Québec. Malheureusement aujourd'hui, à cause des gouvernements précédents, cette unité-là est brisée parce que là on voit les écoles privées qui prennent plus d'espace et ça nous met comme dans ça sépare la population. Donc des services publics forts par amour du Québec pour la nation québécoise, moi je pense que c'est des choses qui peuvent être défendues à gauche et on pourra encore plus connecter avec la population sur ces enjeux-là où on a été peut-être moins présent dans les dernières années. Très bien. 10h30, c'est le point de presse là, pour réclamer que le gouvernement du Québec poursuive les pétrolières et vous allez être officiellement élu contre une chaise ou contre le nom co-porte-parole de Québec solidaire ce samedi. Madame Gazal, merci d'être venue nous voir. Merci. C'était Rouba Gazal qui est la députée solidaire de la circonscription de Mercier. Jocelyne Cazin, la grande Jocelyne Cazin, qui est une grande journaliste d'enquête, est avec nous. Bonjour, Jocelyne. Patrick, quel accueil. Ben, écoute, à tout seigneur, tout honneur. Merci. Félicitations pour ce nouveau livre. Funeste récolte, c'est ce dont tu viens de nous parler. C'est un roman sur les migrants. Oui. Migrants. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité au point de plonger dans cet univers? Oui. Écoute, d'abord, Erwan Le Seul, qui est l'éditeur de Flammarion Québec, voulait que j'écrive un deuxième roman parce que Pire que l'éternité, le premier, s'était bien vendu. Et j'avais toutes sortes d'idées. Mais je connais quelqu'un qui est détective privé, qui s'appelle Karine Tremblay, qui enquêtait sur la disparition de travailleurs étrangers d'une ferme. Et ce n'était pas la première fois Histoire vraie. Histoire vraie. De toute façon, c'est une fiction réaliste. Hein. C'est carrément basé sur plein d'histoires vraies, ce livre-là. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré Stéphane Gendron, qui lui... L'ancien maire de Huntington. Exact, qui lui vit à Huntington et est près de Dundee et qui m'a fait visiter pendant toute une journée cette région où arrivent des passeurs avec des migrants illégaux et où s'échouent malheureusement des migrants illégaux qui meurent noyés carrément parce qu'ils essayent de traverser la frontière. Et ces gens-là qui ont fait des milliers de kilomètres... Bref... Grâce à ces deux personnes-là, j'ai commencé à faire de la recherche et j'ai dit, mais tabarouette, il y a une histoire à faire autour de ça. J'ai écrit mon synopsis et ça a plu à l'éditeur et ça a donné Funeste récolte. Mais je dois te dire, mon cher Patrick, tu sais, t'es journaliste. Probablement que si tu as lu le livre, tu as dû voir que la journaliste d'enquête a travaillé fort pour écrire ce livre-là et aider la romancière que je suis devenue. C'est ce que j'allais dire. T'as quitté le métier, mais le métier ne t'a pas quitté. Absolument.
C'est fantastique. Moi, je ne m'ennuie pas depuis 2008 que j'ai quitté TVA et je ne m'ennuie jamais parce que j'ai toujours des projets. Et je dis souvent, d'ailleurs, je donne des conférences et je dis souvent, pas de projet, pas de vie. Alors, je te souhaite d'être heureux éventuellement dans des projets futurs. Mais non, c'est fantastique. Ça me permet justement de continuer à faire de la recherche, à m'informer, à écouter les gens et puis à écrire ce genre de roman. La journaliste ne t'a pas quitté de toute évidence, mais ce débat-là sur les migrants, sur les immigrants, les gens qui traversent les frontières, de façon légale ou pas, c'est souvent un débat de chiffres. Toi, ce qui t'a touché, c'est les drames humains derrière ça. Ben absolument. Je me suis quand même basée sur des histoires réelles. Par exemple, je sais pas si tu as vu le documentaire Essentiel à Télé-Québec. Oui, Sarah Champagne. Bon, exactement. Alors ça m'a aidé. Il y a Michel Pilon du RATMAC, le réseau d'aide aux travailleurs et travailleuses migrants au Québec, qui m'a énormément aidé aussi. Un enquêteur de la Sûreté du Québec au crime majeur qui m'a aidé. Enfin bref, tous ces gens-là qui m'ont aidé et qui m'ont fait comprendre justement cette dynamique de personnes, d'humains qui, tu sais, contrairement à ce que dit Donald Trump, la majorité sont honnêtes. Ils essayent de se faire une meilleure vie. Comme la moyenne des ours, Jocelyne. Exact. Alors, dans mon livre, ces migrants illégaux, ils ont traversé des milliers de kilomètres. Bon, moi, je parle de Guatémaltèques, pour arriver au Québec en espérant un monde meilleur. Mais malheureusement, ils sont pris en charge par des mauvaises personnes. Et là, ils se retrouvent dans des endroits où ils vont être maltraités. Tu évoques le futur président Trump, là, qui va prendre le pouvoir le 20 janvier pour une deuxième fois. Tu as un pied à terre, Jocelyne, en Floride. Oui. Et comment tu pourrais décrire la perception que les Américains ont justement de ces migrants illégaux? Écoute, moi, j'ai vécu une dizaine d'années sur la côte ouest. En Floride, à Naples plus précisément. Et j'avais bien hâte de revenir sur la côte Est, je dois te dire, parce que j'étais entourée de républicains religieux. Juste, avant de répondre à ta question, là, juste pour te donner une idée, là, il y a un boulevard qui s'appelle Immokalee. C'est un nom séminole, les Indiens de cette région-là. Il y a une quinzaine d'églises. Le dimanche, elles sont toutes pleines. Puis quand tu parles à ces gens-là, parce que j'étais entourée de ces gens-là, écoute, les immigrants puis les migrants, pour eux, c'est tous des migrants illégaux, c'est carrément des salopards. Parce qu'il y a un lavage de cerveau qui s'est fait. Écoute, je vais juste te donner un exemple. Je jouais au golf il n'y a pas longtemps parce que je reviens de la Floride exprès pour les salons du livre. J'arrive de Rimouski, je vais faire celui de Montréal. Et je jouais au golf avec un monsieur, un Américain, un républicain. Puis quand je lui ai parlé de Springfield, Ohio, il dit, ça se peut que ça soit vrai. Springfield, Ohio, où les républicains ont dit que les migrants... C'est Donald Trump qui l'a dit. Les migrants légitimes haïtiens mangeaient les animaux domestiques. Exact, des chiens et des chats. Et ton interlocuteur au golf disait ça se peut. Il dit, ça se peut que ça soit vrai. Il dit, qui dit que c'est pas vrai? Bien là, j'ai dit, il y a les autorités locales, il y a le maire, il y a le gouverneur de la région. Ils ont tous dit que c'était pas vrai. Il dit, ça se peut que ça soit pas vrai. Maybe it's fake news. C'est eux qui sont fake news. Alors, ils sont tellement... C'est un lavage de cerveau incroyable. Tu peux pas les faire changer d'idée. Moi, j'ai une amie qui habite Naples, qui est une ancienne Québécoise, qui a marié un Américain. Elle est devenue américaine. Elle déteste Kamala Harris. Elle a voté pour Trump. Et tous ces républicains que j'ai interviewés depuis quelques semaines, tous ont un mot à la bouche, c'est économie. C'est le seul mot qui les concerne. Ils veulent pas avoir moins d'argent dans leur poche. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai pour les gens qui en ont, puis c'est vrai, si on se fie aux statistiques, pour les gens qui en ont moins. Mais oui, Trump est vu comme celui qui va redresser l'économie. J'ai envie de t'entendre, puisque tu les côtoies, les Américains. Qu'est-ce qu'ils aiment de Trump? À part, faisons abstraction de ce qu'ils n'aiment pas de Mme Harris. Très bonne question. Parce que la majorité des gens à qui j'ai parlé n'aiment pas Donald Trump. OK. C'est incroyable quand même. Oui. Ils n'aiment pas Donald Trump, mais ils ont voté pour le Parti républicain strictement à cause d'une raison économique. That's it, that's all. Alors, c'est quand même incroyable. C'est la contradiction sur deux pattes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils connaissent ses défauts, mais ils le choisissent malgré tout. Oui.
Et puis aussi, il faut pas écouter tout ce qu'il dit. Puis aussi, les médias, parce qu'évidemment, les médias, on a le dos large. Alors évidemment, on est très accusé de répandre des fausses nouvelles sur Donald Trump. Ça aussi, c'est beaucoup dit. Trouves-tu ça lourd, des fois, de vivre en Floride dans ce contexte-là, ou tu finis par curiosité, par t'accommoder tout ça? C'est pour ça que je suis revenue sur la côte Est. Tu sais, moi, on m'a déjà dit, il y a une voisine qui m'a déjà dit, parce que je lui parlais de mes convictions non religieuses, entre autres, et elle m'a dit, « Oh, you're gonna be a hard nut to crack. » Écoute, j'en ai encore des frissons parce que je venais d'arriver à Naples à ce moment-là. Ouais. J'ai dit, coudonc, je suis rentrée dans une secte, moi. Puis, après quelques années, je voulais revenir sur la côte Est parce que, d'abord, tu ne peux pas discuter avec ces gens-là. Puis, quand tu dis que tu es québécoise, ils te traitent de communiste. Ils pensent que tu es communiste. Mais... Hey, tu vas me faire parler de mon livre, hein? Bien, je suis désolé, on en a parlé au début, là, j'approche de la fin de l'entrevue, là. Mais je termine là-dessus. Quand ils disent communiste, oui. Est-ce qu'ils savent c'est quoi le communisme? Mais non, ils ne savent pas. Est-ce que tu sais, puis je ne sais pas si mes chiffres sont encore bons, parce que ça fait quelques années que j'avais pris ça en note, apparemment qu'il y a 20% des Américains qui ont un passeport. Ça en dit long sur leur culture, qui voyagent pas, ça en dit long sur leur éducation. Alors, non, ils savent pas c'est quoi. On va pouvoir te trouver au Salon du Livre. Funeste récolte. Alors, c'est un livre sur les migrants illégaux, les travailleurs temporaires étrangers qui sont maltraités et qui est extrêmement d'actualité, surtout avec Donald Trump qui menace de déporter 11 millions de migrants illégaux. Ça rend mon livre encore plus d'actualité. Ce qui pourrait en pousser un certain nombre vers nos frontières. Exactement. Alors, Jocelyne, c'est à lire. Immense plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance avec la vie de ce livre. Funeste récolte. Merci beaucoup. Patrick. C'était la grande Jocelyne Cazin.